tout ça, graphisme, tout ça c'est un truc. Ça me paraît jeune. Enfin, oui, ça paraît très rarement. Alors qu'aux États-Unis, vous avez les plus grandes écoles de design, de graphisme, les mecs, il y a les plus grands designers sont issus de ces cours-là. Il fait les partenariats entre les assos de banlieue de graffeurs avec les plus grandes écoles de graphisme américaines à New York et tout. Il emmène les gars et tout, enfin les gars arrivent en France. Bon. Donc les arts graphiques, les arts urbains, la musique et le cinéma. Donc il va en banlieue et il dit voilà, moi je suis américain, machin, c'est pas la couleur de peau qui compte dans mon pays, blablabla, alors que lui est un WASP pur et dur, papa, ambassadeur, enfin bon. Et il dit voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voudriez que j'amène en banlieue? Personne ne va. Hein. Il n'y a pas un homme politique qui franchit le périphérique où les gars ils sont avec 40 quarts de CRS, les hélicoptères et tout. Lui il arrive, alors c'est comme au cinéma, il arrive avec les gros humeurs vraiment comme au cinéma. Hein. L'ambassadeur américain, il va à Bondy, il va à Villiers-le-Bel. Il y a un truc qu'il faut regarder, c'est Bondy Blog. C'est un blog qui en fait, vous verrez, il y a tout qui fait. Il inaugure à la Villette un truc de hip-hop, une espèce de gros festival de hip-hop. Donc là où il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un mec, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, bonjour. Donc l'impact est énorme. Il amène, comment il s'appelle, Lee Jackson, l'acteur. Il amène Stallone pour la sortie de Paris With Love, je sais pas quoi le film. Il amène will.i.am. Les Black Eyed Peas sont versés. Il amène will.i.am alors pas en banlieue, mais dans un square parisien avec des jeunes, etc. Donc ça c'est l'objectif, c'est la culture, c'est repérer les leaders, valoriser leur production, enfin prendre acte de la créativité et pallier un point aveugle de la politique française qui effectivement a été hyper bien identifié. Donc ça, ce cap de Wikileaks, en fait, il résume vraiment tout ça. C'est-à-dire à la fois le soft power, en disant qu'est-ce qui finalement donne sens à la vie des gens. Finalement, les Américains, ils sont pas fous, c'est pas que le fric, c'est pas que ça. C'est qu'il y a des valeurs culturelles, des valeurs d'origine, d'identité, etc. Il y a un no man's land en France sur ces questions-là. Et à terme, c'est repérer les leaders qui ont, je sais pas, 20 ans, qui sont présidents d'associations, présidents de festivals, de machin, présidents de... Et ça, c'est vraiment le résumé. Et c'est fait de façon tout à fait naturelle. Hein. Encore une fois, c'est pas un truc secret. D'abord, on a le droit de faire ça, on en fera pas la loi. Et en même temps, ça vient en continuité de ce qu'ils font depuis des décennies en France et que fait théoriquement toute ambassade. Mais à tel point que les gens qui connaissent en France les mieux les banlieues, qui ont les fichiers les plus à jour, c'est l'ambassade américaine. Le ministère de l'Intérieur, eux, évidemment, ils ont les systèmes d'information via la police, quoi. Donc ils ont la liste de tous les chefs de bande. Mais quand il faut faire de l'opération politique et sociale avec les leaders, etc., c'est une Française qui bosse à l'ambassade, qui a le carnet d'adresse des... je ne sais plus combien, il y a 500 quartiers classés en France, qui a tout listing. Et c'est pas l'administration française. Et l'ambassade, moi, c'est quelqu'un qui m'avait raconté ça, qui en avait discuté avec l'ambassadeur américain, c'est le patron de l'IHEDL. Vous voyez ce que c'est, l'IHEDL? C'est juste à côté, ça, l'Institut des hautes études de la défense nationale à l'école militaire. D'accord. Il a dit, c'est incroyable, les gars, ils sont... Et il nomme Rafik Mansour, attaché culturel à l'ambassade américaine. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'à la fois, il y a un discours disons, positif de valeurs américaines, machin, et puis c'est le pragmatisme, c'est-à-dire on identifie les leaders, on est là pour... et donc, potentiellement faire de l'influence. C'est sûr que si dans 15 ans, le président de la République, c'est qu'un Français, c'est plus sympa s'il est plutôt favorable, entre guillemets. Ils sont plutôt visionnaires dans leur approche. Donc, ouais. En fait, c'est hyper pragmatique. C'est vraiment ce câble outil, c'est un bijou. C'est-à-dire qu'en fait, en 3 pages, le gars décrit la société française. Bon, ça, constat,
identification des cibles, et maintenant, crac, on déraille le truc, on fait les... Et la culture est le pivot de ça. Hein, c'est pas, il ne s'adresse pas à des leaders politiques, il ne s'adresse pas à je sais pas quoi, des élus, des quartiers en question. Et ça c'est vraiment un cas très intéressant. Et je termine juste là-dessus, je ne sais pas quelle heure il est, en fait, parce que mon téléphone charge. Je peux pas. 50. Bon, on arrête à 20h. Sauf si vous êtes fatigué. C'est le basculement numérique. La vraie bataille maintenant, au niveau mondial, c'est la question de l'économie numérique. Donc il y a une loi très importante en 2000 qui s'appelle Digital Millennium Act. Donc c'est par Clinton. Très tôt, dans le sillage du soft power, dans le lien très important entre les industries et le pouvoir politique, très tôt, les industries américaines comprennent que l'enjeu, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire la valeur, c'est celui qui maîtrise les droits d'accès au contenu culturel. Celui qui le maîtrise, c'est celui qui maîtrise tout. Et que Internet... il y a une économie de la propriété qui va progressivement disparaître pour faire apparaître une économie de l'accès. C'est-à-dire, avant, vous possédiez votre CD, vous aviez votre DVD dans les mains, vous échangiez des biens matériels. Donc quand on échange un bien matériel, quand on achète, des biens culturels, un livre en papier, etc., il y a des caractéristiques économiques qui sont, enfin vous les connaissez mieux que moi à l'école de commerce, hein, la question des stocks, la question des flux, la question de la maîtrise. Et donc, on restait, même dans l'économie culturelle, on restait globalement dans une économie classique d'objets, de marchandises, de biens culturels. Des biens culturels, à la douane française, ils calculaient les flux de biens culturels en tonnes. Tonnes de containers de CD. Voilà. Avec Internet, le vrai basculement, c'est qu'on bascule de la propriété des objets vers la propriété d'un accès. Et ça change tout. D'abord parce qu'on peut vous couper l'accès comme ça, on peut vous dire clac, c'est terminé. Hein, c'est comme les... C'est un peu c'est l'autoroute, quoi. Il y a une barrière. Vous payez, ce qui s'est passé, vous passez, vous ne payez pas. En Iran, quand ils ont coupé Internet, il n'y a plus... Ah oui, alors c'est le rêve des polices, Internet. Hein. C'est les gars, c'est génial. Il n'y a même plus besoin d'aller faire des filatures. Parce qu'on vous dit oui, Internet, de toute façon, on trouvera toujours. Un moyen. C'est ça, on trouvera toujours. Mais en l'occurrence, les gens qui installent les systèmes de surveillance d'Internet, c'est les gens qui ont conçu Internet. Donc, alors, il y a toujours un hacker qui arrivera à, je sais pas quoi, à pirater le site. Ouais, ok, c'est comme avec les Anonymous, avec oui, on a hacké le site. Ouais, super. Alors, t'as réussi à. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire, c'est complètement dérisoire par rapport à la puissance qu'a un État. Le FBI, là, les gars, là, tout le monde a été. On n'entend plus parler personne. Il y a même plein de sites qui ont dit non, finalement, on va arrêter, on rentre dans les clous, parce que là, ils ont bloqué. Et ce qu'on oublie toujours, Internet, c'est l'espace de liberté, c'est génial, c'est extraordinaire, tout est permis. Sauf que les serveurs root, ils sont aux États-Unis, ils sont sous l'autorité du département du commerce. Donc si les gars ils veulent faire, c'est comme le GPS. Hein. Le GPS, une fois que les Américains disent maintenant c'est terminé, clac, plus de GPS. Ah, vous imaginez, enfin je veux dire, plus de GPS, une armée s'arrête, hein, clac. Enfin bref. Donc, au niveau de la maîtrise culturelle, Internet, c'est vraiment le coup de maître. Et très tôt, dès cette loi, les industries de la culture, le pouvoir politique, le département d'État disent c'est ça, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est le capitalisme matériel, c'est le capitalisme cognitif, c'est tous les contenus. Toutes les lois sur les brevets industriels et toutes les lois sur les droits d'auteur. Et donc,
le problème, c'est que si on passe d'une économie à une autre, il faut faire ça aussi en transition. C'est-à-dire que on va pas changer l'économie comme ça, du jour au lendemain. Et donc, en gros, pour faire très simple, c'est un peu caricatural, les États, bon, les États-Unis, mais aussi les États occidentaux, enfin industrialisés, on dit, bon, ça va être dur pour les industries de contenu, la musique, le cinéma, parce que là, elles vont être aux premières loges, mais on laisse, pendant 10 ans, monter cette nouvelle économie et on régule le moins possible pour laisser justement les marchés se créer, la valeur se créer, etc. On n'intervient pas, ou très peu. On communique à mort en disant Internet c'est génial, c'est la liberté, hein, parce qu'en fait, là on retrouve, avec la révolution arabe, on retrouve toujours en disant bah oui, c'est formidable, cette technologie permet la liberté, l'expression, la démocratie, jusqu'au moment où effectivement on dit maintenant on arrête. Donc il y a une espèce d'irrationalité, même de la presse, hein, qui est persuadée qu'Internet, c'est une espèce de liberté extraordinaire, on fait tout ce qu'on veut, c'est génial, on peut s'exprimer. Parce qu'il n'y a rien de plus faux, puisque c'est un dispositif technique qui est intégralement contrôlable. Bah ouais. Vous ne pouvez pas recréer chez votre Internet à côté. Hein. Alors l'histoire libyenne étant un cas d'école, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que l'industrie française est capable d'installer des systèmes de filtrage intégraux de toutes les télécommunications. On se dit ah bon c'est possible, c'est possible. Ben oui, c'est les ingénieurs qui travaillent. Hein, il n'y a pas ça d'installer en France. Hein. Non, bien sûr, non. D'ailleurs, c'est la DRM qui a formé tous les Libyens, mais ça veut dire que s'ils ont formé les gens, c'est qu'ils savent se servir à l'intérieur. Donc là apparaît un truc avec Amesis, là, toutes les boîtes qui ont travaillé à Bull, etc., qui ont travaillé à l'installation, en se disant bon, le discours sur par exemple la net neutrality, la neutralité du net, c'est une vaste blague. Hein, c'est une vaste blague. Donc, les industries culturelles deviennent le pivot, et donc pendant 10 ans, les États ont laissé se développer, effectivement sans beaucoup de régulation, ce secteur économique pour...